Bonsoir à toutes et à tous. Cet éclairage est l'avant-dernier avant les élections législatives. Je vais ce soir vous donner des éléments de jugement. Je vous ai déjà dit la dernière fois quelle était mon inclination dans ces circonstances électorales, ce que je pensais. Ce soir, je ne vais pas vous donner d'orientation, simplement des éléments de jugement. Alors la première, c'est que nous avons un Premier ministre, Elisabeth Borne. Alors certains disent, comme Natacha Polony, qu'elle n'existe pas. D'autres disent qu'elle était de gauche. D'autres disent qu'elle est proche du patronat. Bref, c'est quelqu'un de très flexible, de très pneumatique, comme diraient certains, très malléable. En effet, elle appartient à cette génération où la gauche, la droite, c'était, depuis plusieurs décennies, trouver une place soit dans les Républicains, l'UMP alors, ou le Parti socialiste, et en faire un marchepied pour monter et développer ses ambitions. Elle est tout à fait représentative, Elisabeth Borne, de ce système-là. On dit que c'est une technocrate, je dirais plutôt une navigatrice de cabinet ministériel, compétente, appliquée et soumise. Je peux d'autant plus librement juger ce milieu, car il ne faut pas accabler Elisabeth Borne en elle-même. Je peux d'autant plus librement juger ce mieux que moi-même, j'ai refusé d'appartenir à un cabinet ministériel en son temps, il y a bien longtemps, celui de Raymond Barre, à l'époque où ça ne se refusait pas. Et je n'avais pas les opinions de M. Raymond Barre, donc j'ai refusé. Et malgré beaucoup d'insistance, alors de mon directeur, j'ai refusé. Et puis, j'ai suivi les orientations, les idées, les convictions de mon ami Lyndon LaRouche. Alors tout cela me situe à un niveau qui me permet de juger à la fois de l'intérieur, puisque j'étais dans l'administration, et de l'extérieur, puisque je suis né en Amérique du Sud d'une part, d'autre part, j'ai refusé les promotions ministérielles, et d'autre part, j'ai avec Lyndon LaRouche une vision du monde dans sa globalité, comme on dirait aujourd'hui, c'est-à-dire dans sa totalité. Alors, la vérité, c'est que la nomination d'Elisabeth Borne est révélatrice simplement de ce qu'est Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a même choisi son directeur de cabinet qui comble des choses, est un ancien communiste. Donc elle a dû accepter pour directeur de cabinet. Je ne veux pas juger l'homme qui, paraît-il, est plutôt drôle, personnellement, et cultivé, mais c'est comme ça que se font les choses aujourd'hui. C'est pour bien montrer que c'est le président jupitérien qui est toujours là et qui ne se renouvelle pas puisqu'il prend quelqu'un, je dirais, de son sérail. Alors, pire encore, ou davantage encore, la France n'a pas de marge de manœuvre parce qu'elle évolue au sein d'une triple soumission, est ce que je voulais vous dire ce soir. Soumission à l'oligarchie financière, d'une économie, je dirais, mondiale, bulle, dette. Il y a un bon article, une bonne page idée dans Libération du 17 mai, d'Hervé Hanoun, qui a été directeur de cabinet de Pierre Bérégovoy en son temps, qui analyse bien, lui il appelle ça un socialisme pour les riches, économie dans laquelle on se trouve. Moi je dirais plutôt une dictamole, dette, bulle, bulle, dette, qui est un capitalisme financier lui-même dévoyé, et qui est une véritable dictature. C'est pour ça qu'il parle, lui, de socialisme. Moi je ne voudrais pas insulter le socialisme, il est déjà assez insulté par ceux qui prétendent le représenter aujourd'hui. Donc je dirais que c'est un système bulle-dette qui est une dictature financière. Et cette dictature financière, nous la subissons de plein fouet. Et Emmanuel Macron, comme le président de la République précédent, y est soumis, sauf que c'est plus grave aujourd'hui compte tenu de la situation. Soumission donc à l'oligarchie financière, cette oligarchie publique-privée des portes tournantes chez nous, et soumission à l'OTAN, dont la France ne peut pas abandonner le train fou, car elle y est soumise à la fois par ses données,
les données du ministère de la Défense qu'elle confie à Microsoft, par exemple, ou elle est soumise parce que ces normes sont de plus en plus celles de l'OTAN. Et puis la France, on le sait, n'a que 2 jours de munitions en cas de guerre de haute intensité, comme on dit aujourd'hui. Donc nous sommes en réalité dépourvus et soumis face à cette OTAN du fait des politiques qui se sont accumulées au cours des années. Soumission à l'oligarchie financière, soumission à l'OTAN et soumission enfin à une Union européenne qui elle-même est soumise à l'OTAN en raison de ce qui sont ces dispositions essentielles. Je veux te parler du titre 5, articles 21 et 42 du traité de l'Union européenne, qui dit très bien que les pays membres de l'OTAN, qui sont membres de l'Union européenne, eh bien, ont la double appartenance, et les autres, de fait, qui sont minoritaires. Je crois qu'aujourd'hui, si la Finlande et la Suède adhèrent à l'OTAN, sur les pays membres de l'Union européenne, il y en aura 24 ou 25 sur 27 ou 28 qui seront membres de l'OTAN. Donc, c'est pratiquement la même chose, et cela a été affirmé à plusieurs reprises. Les signataires d'un accord de coopération entre l'Union européenne et l'OTAN, et j'ai ici le texte, encouragent la participation la plus large possible des États membres de l'Union européenne qui ne font pas partie de l'OTAN aux initiatives de celle-ci. Donc c'est dit, hein, l'Union européenne et l'OTAN, voilà, c'est quasiment une seule et même chose. C'est devenu quasiment une seule et même chose et c'est accéléré par ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Alors, certains diraient face à cela, disons, mais tout cela est loin de nos préoccupations quotidiennes. Cela peut-être ne nous concerne pas directement, c'est la grande politique. Et lorsque l'opération russe a été déclenchée contre l'Ukraine, l'invasion, un emballement médiatique et idéologique s'est déchaîné, reprenant la stratégie destructrice de ce qu'on appelle l'anglosphère, qu'on a vu vous-même avec l'affaire de nos sous-marins en Australie avec l'ANCUS, donc l'empire de la City et de Wall Street, appuyé par le complexe militaro-industriel anglo-américain. C'est cela qui s'est exprimé, qui s'est déversé sous forme d'idéologie en France, relayé évidemment par tous les grands médias. Emmanuel Macron, lui, s'est efforcé de maintenir un dialogue avec Vladimir Poutine, mais pieds et poings liés par cette oligarchie financière, par l'OTAN et par l'Union européenne. Donc son indépendance n'était pas particulièrement, et n'est pas particulièrement crédible. Pouvons-nous dire nécessairement, ou pouvons-nous dire que tout cela ne nous concerne que de loin? Pouvons-nous le dire? Comme si Emmanuel Macron et Marine Le Pen avaient eu raison d'échanger des statistiques sans tenter de présenter au moins les intérêts fondamentaux de la France et l'avenir, une vision sur l'avenir de notre pays, qu'ils n'ont pas fait. Donc, rien non plus sur la nécessité d'une politique internationale juste, d'une politique internationale de la France, qui soit juste et souveraine, qui serve les intérêts de notre peuple. Comme si, évidemment dans ces présidentielles, et aussi maintenant pour les législatives, comme si face au péril, le système des partis ne pouvait que parler de choses relativement secondaires et pas des principales. Et les élites d'aujourd'hui étant insérées dans ce système, les soi-disant élites qui se qualifient ainsi elles-mêmes et qui se donnent le droit de décider, car ce n'est pas seulement Emmanuel Macron qui est jupitérien, ce sont l'ensemble de cette élite diplômée, enrichie, et qui forment cette oligarchie chez nous des portes tournantes publiques-privées. Ce que je veux vous dire ce soir, c'est, dans ce contexte, l'incendie qui a lieu dans le monde. Et je vais tenter de vous dire 2 mots de comment y faire face, bien que c'est une question qui doit être discutée avec le peuple et pas tomber d'en haut seulement. En haut doit venir l'inspiration et du peuple doit venir l'adhésion à cette inspiration, ce que le général de Gaulle appelait l'adhésion du sentiment. Alors oui, ce qui se passe dans le monde, évidemment, nous concerne très directement. Et notre défi, le défi de la France, c'est de changer ce qui se passe dans le monde. C'est la conjugaison, en fait, le fait que soit conjuguée
la politique de l'oligarchie, c'est une politique de liquidité. Il y a beaucoup de monnaie, il y a beaucoup d'argent, mais il n'y a pas de solvabilité. C'est une liquidité sans solvabilité. D'émissions monétaires au service d'un système d'usure et de rente. La politique de l'oligarchie, d'une part, et d'autre part, celle des sanctions à tout va des pays occidentaux, se livrant à une guerre contre la Russie par procuration, au détriment du peuple ukrainien, des pays non alignés, en particulier d'Afrique et du Moyen-Orient, et de nous-mêmes, pays européens. C'est vrai, la Russie a envahi l'Ukraine, et l'on ne peut pas dire de cette guerre, comme de toute guerre, qu'il faut en soutenir l'agresseur, qu'il faut en soutenir, dans une guerre, celui qui commet des crimes de guerre, et il en est commis des deux côtés. Dans des guerres, il y a, hélas, toujours des crimes de guerre. Il faut cependant bien voir qu'aujourd'hui, les États-Unis, le Royaume-Uni et par soumission l'ensemble des pays occidentaux, dont ceux de l'Union européenne, entendent à leur tour soumettre la Russie d'abord, puis la Chine, la soumettre à leur ordre militaro-financier et à leur géopolitique de domination, qui n'est pas gagnante-gagnante, mais qui essaye de faire ramasser, rafler toute la mise sur le tapis à un ensemble contre l'autre. Et cela, ce n'est pas le développement mutuel qui permettra au monde de redéfinir un avenir dans lequel chacun puisse participer. Alors, est-ce que dans cela, le dire, c'est être pro-russe, pro-Poutine? Bien entendu, non. C'est tenter de voir les choses en face, dans l'intérêt de la France et dans l'intérêt du monde. Au lieu de fournir des armes à l'Ukraine, en particulier des armes lourdes, qui peuvent atteindre le territoire russe, comme nos canons César, qui tirent à plus de 40 km. Donc c'est extrêmement dangereux, parce que cela peut envenimer encore le conflit. Nous-mêmes, n'ayant plus pratiquement de munitions, nous n'avons que 2 jours de munitions, comme je vous l'ai dit, d'où viennent les munitions? Bien des États-Unis. Donc les Russes, non sans raison, disent que ce n'est pas une guerre entre la Russie et l'Ukraine, ce n'est pas une guerre entre la Russie et l'OTAN même, c'est une guerre entre la Russie et ceux qui ont pris le contrôle des États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire cette oligarchie financière, militaro-industrielle, laquelle le président Eisenhower mettait en garde en 1961. Alors, dans ce contexte, que pouvons-nous entreprendre en ce qui concerne l'Ukraine? Ceux qui s'y sont rendus parlent d'une diplomatie sanitaire, c'est-à-dire de faire tout pour assurer la santé publique du peuple ukrainien et accueillir les Ukrainiens en France qui viennent, comme on devrait accueillir tout étranger victime d'une situation intolérable. Présenter un plan ensuite de sécurité et de stabilité en Europe et dans le monde, ce que demandait Vladimir Poutine en décembre de l'an dernier, et qui n'a reçu qu'une réponse dilatoire, en particulier des États-Unis. Bien que la France, et Maurice Gourdeau-Montagne, qui était le conseiller de Chirac à l'époque, l'a dit que la France l'avait tenté sous Chirac, elle l'a retenté maintenant sous Macron, mais elle n'est pas du tout écoutée par les États-Unis. Et on n'en tire pas les conséquences. Quand on n'est pas écouté, quand on est victime, comme on l'a été dans l'ANCUS, d'un mauvais coup, on ne s'incline pas, on ne se soumet pas. Certes, on ne peut pas imprudemment se jeter en avant. Et les États-Unis doivent demeurer, en un sens, nos partenaires. Mais la meilleure chose qu'on puisse faire avec des partenaires sérieux, c'est leur dire la vérité. Et d'agir conformément à la vérité. Et ce qui suppose qu'on ne se soumette pas. Enfin, il faut qu'on assure un développement économique, mutuel. Ce que nous appelons, avec nos amis de l'Institut Schiller, un pont terrestre mondial de développement, avec des corridors de développement, arrachant le pouvoir à cette oligarchie financière qui s'est emparée des nations, car ce ne sont pas des nations, ce n'est pas la nation américaine, ce n'est pas la nation russe, ce n'est pas la nation française d'où vient le mal, c'est un empire. L'empire, dette, bulle, dette, un empire d'une oligarchie financière qui a pris directement et indirectement le contrôle du monde et auquel se sont soumis les banques centrales des principaux pays. Donc c'est de cela qu'il faut sortir. Les pays du Moyen-Orient et d'Afrique
risquent de souffrir très vite de famine, faute d'engrais pour produire, et parce qu'ils ne pourront pas recevoir les céréales qu'ils recevaient d'Ukraine et de Russie. Donc, je vois en cela un commentaire très intéressant, parce qu'il vient de quelqu'un qui n'est pas de mes amis, qui est le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey. Et voilà ce qu'il nous dit aujourd'hui. Je mets en garde contre une hausse apocalyptique des prix des denrées alimentaires dans le monde et je suis impuissant face à une inflation galopante. Donc, c'est le gouverneur de la Banque d'Angleterre qui nous dit cela. Et il parle d'un très gros choc qu'on ne pourra pas empêcher des revenus. Ça veut dire une austérité sociale, la baisse du niveau de vie et des morts de faim, de froid et de malnutrition dans les pays qui ne sont pas développés, comme l'Afghanistan, la Syrie ou le Yémen, qui souffrent d'une guerre, à la fois internationale et civile, mais aussi d'autres pays d'Afrique, ou même d'Amérique latine, et même certains pays d'Asie. C'est l'incompétence face à cela. C'est l'incompétence de la hausse des taux d'intérêt, qui est, pour dire la vérité, une pure mesure monétaire. C'est se tirer une balle dans le pied, encore pire, ou peut-être dans la tête. Parce que, en effet, si vous accroissez les taux d'intérêt, vous tarissez les flux de monnaie, qui ne vont pas à la spéculation, au moins, mais qui ne vont pas davantage, et encore moins, à la production réelle de biens. Or, vous avez d'un côté les prix qui montent, et pas de production en face, ça veut dire l'inflation, et ça veut dire une inflation destructrice pour tous. On en est là. Alors, ça a un lien avec l'international, mais c'est toute la logique du système occidental qui, en réalité, est en cause, tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Dans un contexte d'effondrement de la monnaie. C'est un effondrement qui commence à se produire sous nos yeux. Ce n'est pas un événement majeur qui serait dans un horizon lointain. La Russie vient d'arrimer le rouble à l'or, 5000 roubles pour un gramme d'or. La Chine est en train d'envisager avec l'Arabie saoudite la possibilité de payer le pétrole en yuan. Il y a déjà un échange yuan-rouble pour le gaz et le pétrole entre la Chine et la Russie. Israël, en partie, envisage d'accepter le yuan en échange de ses exportations de technologies de pointe. Et les banques centrales achètent plus d'or qu'elles n'en vendent depuis 2010. Même la Banque d'Égypte a acheté 30 tonnes d'or récemment. Donc, il y a une menace pour la monnaie. Et les pays qui ont investi aux États-Unis, qu'est-ce qu'ils ont vu? Que les biens de l'Afghanistan, puis encore plus, encore davantage de la Russie, ont été gelés et saisis, qu'on parle même maintenant de s'en emparer et d'en faire bon usage. Ils voient aussi que les États-Unis dépensent 40 milliards environ d'armement pour l'Ukraine. 40 milliards d'armement, certaines mesures d'assistance, mais c'est surtout de l'armement, et de l'armement lourd. Alors que par ailleurs, il y a dans le peuple américain, je vous en parlerai tout à l'heure, une baisse du niveau de vie aux États-Unis même. Alors en France, il y a le logement, il y a la nourriture, et il y a se chauffer, s'éclairer, gagner sa vie pour aller au travail. Ce ne sont plus des priorités. Ce ne sont plus des priorités pour le système en place. Ces trois fonctions vitales ne sont que très peu prises en compte dans l'évaluation en plus de l'inflation que nous ressentons chaque jour. Le résultat de l'incompétence de nos États et de nos élites qui les contrôlent, nos élites autoproclamées, font que, par la priorité qu'elles donnent à la monnaie, contre le pouvoir de vivre, elles exercent un véritable pouvoir destructeur. La crise alimentaire mondiale qui nous touche directement est la conséquence de cette triple soumission de la France dont je parlais au départ. Vous savez, aux États-Unis même, par exemple, le lait pour bébé aux États-Unis manque depuis février. Chez nous, pour la première fois depuis, disons, une quarantaine d'années,
l'espérance de vie infantile, l'espérance de vie des nourrissons a baissé. Donc qu'arrive-t-il pour que cela se produise? Même Emmanuel Macron a annoncé, il y a 2 mois, une crise alimentaire sans précédent dans les prochains 12 à 18 mois. Alors, que fait le gouvernement? Il ne fait pas un changement de politique fondamental à l'échelle de la France et du monde. Il fait une politique, en réalité, de dame patronnesse, c'est-à-dire qui met un peu de sparadrap sur des blessures graves. Les engrais, par exemple, dont le prix augmente et qui ne permettront pas aux agriculteurs de préparer leur récolte comme ils le devraient. Le gaz, le pétrole. La France est moins dépendante que d'autres pays européens grâce à notre nucléaire. Mais voilà que nous faisons subir une partie de la crise à l'électricité de France, à l'EDF, et voilà que l'Allemagne décide que le nucléaire n'entrera pas dans la taxonomie européenne, ce qui ne nous donnera pas d'accès au marché. Donc on est en plein scandale, et dans le secteur de l'agriculture, les engrais, la production, et dans le secteur de l'énergie. Alors, évidemment, cela produit un recul du pouvoir d'achat de 1,5% de ce premier trimestre de cette année par rapport au dernier trimestre de l'année dernière, de 2021. Et vous voyez même les responsables des Restos du Cœur dire, pour nous, le coût d'achat de produits a augmenté de 10%. Et nous avons de plus en plus de gens en difficulté que nous devons aider. Donc comment allons-nous faire? Comment allons-nous faire? Cela, c'est la vérité sur cette situation. Alors le gouvernement, dans sa politique de dame patronnesse, fait un chèque alimentaire pour les bas revenus, 50 ou 60 euros par mois. C'est-à-dire, c'est vraiment presque une infantilisation insultante. Parce que c'est le travail qui devrait permettre un niveau de vie. Puis, c'est le bouclier tarifaire sur le prix du gaz et de l'électricité, qui est prolongé jusqu'à la fin 2022. Mais que voit-on dans ces conditions en même temps? Eh bien, on voit dans l'alimentaire que les formes de contrôle de l'État, que l'État met en œuvre, sont tout à fait insuffisantes. On l'a vu avec la crise des 56 personnes tombées malades, et parfois très malades, et parfois il y a eu des morts, des pizzas Fresh Up, de Buitoni, mais c'est aussi Nestlé, la compagnie pour laquelle à un certain moment le président Macron a fait des arrangements, car tout ce monde-là se tient. Je ne dis pas que le président Macron soit coupable en quoi que ce soit dans ce domaine, mais il y a une négligence qui est faite parce qu'on fait partie du même milieu. Puis, il y a évidemment les œufs contaminés de Kinder Ferrero. Donc, voilà. Alors, évidemment, l'État, que fait-il? Il essaye, dans d'autres secteurs encore, de faire sa politique de dame patronnesse, remise de 18 centimes par litre à la pompe, alors que le diesel passe autour de 2 euros. Parfois il est au-delà, parfois il est en deçà, mais c'est autour de 2 euros. Pour les jeunes, il y a un plan « Un jeune, une solution », d'ailleurs dans laquelle a été impliquée Madame Borne. Alors, on a eu en effet 700 000 apprentis recrutés, mais avec un dopage, c'est-à-dire de 10 milliards de l'État, c'est-à-dire de notre contribution, de nos impôts. Et quand ces enveloppes budgétaires seront revues à la baisse, que fera-t-on? Parce qu'on n'a pas développé l'économie physique, on n'a pas développé la production, on n'a pas développé les emplois réels permettant à ces jeunes formés, ce qui est très bien, à ces jeunes formés, de trouver une vie. Alors, on aperçoit aussi que le chômage, la catégorie A, est à 7,3%. Il a reculé, le chômage, 2,2 points par rapport à 2017. Mais c'est moins bien qu'en Allemagne, d'une part, et on l'a fait avec quoi qu'il en coûte, qui a été fait par des mesures d'aide et d'assistance, et pas d'investissement réel dans l'économie productive. Par exemple, ce qui était nécessaire pendant tout le confinement de la Covid, ce qui était donné aux restaurateurs. Mais cela ne crée pas un emploi réel, cela crée
la possibilité pour les restaurateurs de tenir et de vivre, et de parfois, pour certains d'entre eux, vivre bien, mais cela ne crée pas une logique d'emploi, de production et de service. Non. Alors, évidemment, il faut dire que dans ce contexte, pour vous montrer ce que je cherche à expliquer, c'est que seuls 36% des biens industriels consommés par les ménages en France sont encore produits chez nous. Donc 64% à l'extérieur. Donc évidemment, on n'a pas de stratégie d'ensemble de développement. On en trouve là une preuve. Et même pour beaucoup de produits agricoles, pour des fruits, légumes, je l'ai dit, le lait, beaucoup de produits agricoles viennent de l'extérieur et parfois de l'intérieur même de l'Union européenne, comme d'Espagne, comme c'est le cas pour l'Espagne. Donc l'inflation a déjà réduit la consommation pour un tiers des ménages. Un tiers des autres sacrifient les dépenses de convivialité, du se faire plaisir, ou les dépenses culturelles. Et pour les autres, il y a 1% qui s'est enrichi. Demandez à M. Pinault ou à M. Arnaud surtout comment se passent les choses, elles passent très bien pour eux. Donc voilà. Et la transition écologique en plus, la transition écologique infligée sans qu'il ait été fait une mesure sérieuse des efforts. Il y a une étude de Rexecode qui a été faite. Et cette étude, qui est un institut de conjoncture, cette étude dit que d'ici à 2030, les ménages et les administrations devront investir 58 à 80 milliards d'euros par an, soit entre 2,1 et 2,9 du produit intérieur brut supplémentaire. Or, le produit intérieur brut est à peine à plus 1,5. Donc, évidemment, on est dans la logique d'un recul, si on voit les choses, dans ce qui sont dans la réalité. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut rien faire. Il faut adapter le parc de véhicules, il faut adapter les logements, un système énergétique qui marche, et une adaptation de la production industrielle, des procédés industriels. Mais, donc, il faut mesurer. Il y a des choses à faire, mais il faut mesurer. Il faut mesurer selon l'intérêt général. Et selon qui a les avantages. Or là, c'est la spéculation financière. C'est tout un capital qui se réinvestit dans la finance et dans la transition écologique. Demandez à ceux qui s'occupent des éoliennes et vous verrez que leurs profits, grâce aux aides publiques, sont, disons, importants. Alors, cela ressemble, si on voit l'ensemble de ce que j'essaie de vous décrire, un peu à un asile de fous. Les fous étant ceux qui ont mis en place ce système et ceux qui s'y tiennent. Et Elisabeth Borne, revenant directement de ce système, on ne voit pas comment elle s'y opposerait. Emmanuel Macron non plus. Ils sont trop tenus. Alors, le tout se déroule dans le silence assourdissant des médias, qui se complaisent à entretenir les peurs et créer des réactions irrationnelles dans la population, qu'on traitera ensuite de conspirationnistes. Et se créera ainsi toute une logique d'un système qui très rationnellement détruit et, disons, laisse partir les bases de ce qui est notre indépendance nationale, et de l'autre des gens qui protestent généralement de façon irrationnelle et qui ne sont pas gênants, ils restent irrationnels. Donc ce que nous essayons, nous, c'est de montrer, d'un point de vue de la raison du peuple, ce qui est absolument nécessaire et ce qui doit être fait pour reprendre le contrôle des choses, comme le disent nos amis de République souveraine. Alors, aujourd'hui, vous voyez cette infantilisation. Je veux terminer la partie de cette analyse sur cela. Vous voyez dans la France Info, par exemple, 10 conseils pour limiter l'impact de l'inflation sur nos dépenses alimentaires. Suivre les promotions, ne pas lésiner sur les produits bientôt périmés, ne pas lésiner sur les produits bientôt périmés que vous pourrez acheter et ensuite les congeler pour les garder longtemps. Et le chèque alimentaire 50, 60 euros là-dessus. Plus les mesures de dame patronesse que sont la suppression de la redevance audiovisuelle, etc., etc. Donc, comme le dit l'Express, c'est un voyage qu'on organise dans une France de la débrouille, infantilisée,
et je trouve une citation très intéressante d'une accro de bon plomb, comme on dit, « Je suis toujours sur Internet à chasser les promotions. » Ce n'est pas plus le monde du travail, c'est le monde de la saisie d'opportunités sans production réelle de biens. Et c'est très très grave. Alors, je dirais que c'est grave parce que ça touche aussi très directement l'éducation. Un mot. Hein. On voit plein d'articles disant « Votre enfant aura-t-il d'un prof à la rentrée ?» Et en effet, non seulement la qualité de l'enseignement a baissé, puisque nous sommes 23e au classement PISA international, nous sommes 23e pour les mathématiques. Et les Ukrainiens, les jeunes Ukrainiens réfugiés dans l'Hexagone disent « Mais nous sommes bien meilleurs que nos collègues français. » Déjà, les Chinois le disaient. Mais vous voyez, la baisse de ce qui faisait la base de la France, l'éducation publique, la base de notre pays. Et il y a le nombre d'enseignants. 816 dans ce contexte, 816 admissibles sur 1035 postes à pourvoir. Dans les CAPES des mathématiques cette année, toujours les mathématiques, dans les mathématiques qui sont une forme importante dans l'enseignement, on a trop peu de candidats admissibles. Il faut un recrutement massif et immédiat. Le métier d'enseignant doit redevenir un métier socialement considéré. Un prof débutant aujourd'hui gagne 1 500 €, à peine plus que le SMIC, qui est de 1 300, je parle en net. Hein. Et vous avez par exemple à l'Académie de Versailles des opérations de job dating, de rendez-vous pour le travail, pour recruter des profs, et ça marche toujours pas très bien. Et vous avez, d'un autre côté en même temps, l'abandon par beaucoup de jeunes qui ont vu que les métiers qu'ils faisaient étaient très durs et qu'ils avaient droit à une vie de famille et s'aperçoivent qu'avec certaines subventions, ils arrivent, ou de minima sociaux, ils arrivent à peu près à vivre, pas dans les grandes villes, mais ailleurs. Et on voit une fuite, pas devant le travail, mais devant un type de travail ou des conditions de travail qui sont iniques. On le voit chez les serveurs. On déplore en France 200 000 à 250 000 postes non pourvus de serveurs, selon dans le secteur des cafés, des hôtels et des restaurants. Alors, évidemment, vous voyez dans ce contexte où nous en sommes. Et vous voyez bien, c'est ce que j'essayais de vous démontrer là, le lien entre l'international et ce qui se passe dans notre pays. Donc, il faut très vite comprendre pourquoi notre dette publique est passée de 59,6% du produit intérieur brut en 2000 à 113% aujourd'hui, sans qu'il y ait eu réellement d'amélioration profonde des conditions de vivre et de la joie, de l'enthousiasme du peuple, sans participation aux décisions. On a l'impression que tout se passe ailleurs, là-haut. Alors, qui détient cette dette? C'est la première chose à savoir. Et on voit bien comment fonctionne ce système, qui n'est pas vraiment libéral. C'est pour ça que je parle d'une dictature financière. Un tiers de notre dette est possédée par l'eurosystème de la Banque centrale européenne à travers la Banque de France. Un tiers. Donc, il y a de nombreux Français qui possèdent cette dette. Ce sont investisseurs publics ou privés, des investisseurs de la zone euro et des investisseurs ailleurs. On est très fiers de dire c'est à peu près un quart, un quart, un quart. En fait, c'est un tiers pour la Banque de France, de plus en plus. On va vers un tiers. Mais on voit tout un système qui n'a pas amélioré les conditions de vie, les conditions de travail, les conditions de développement. Donc où est passé cet argent? Et c'est là que tout un système attire l'argent vers des usages qui ne bénéficient pas à tous, ne bénéficient pas aux producteurs, ne bénéficient pas aux travailleurs. C'est pour ça que nous sommes pour une séparation des banques, celles qui investissent sur les marchés financiers, un marché d'algorithmes dominé par la dictature financière. C'est plus vraiment un marché, c'est un marché sous tutelle. Eh bien, celle-là ne doit plus être soutenue, ces banques-là, ou le secteur de ces banques-là. Et on va voir ce qu'on fera avec le secteur des banques de crédit et de dépôt. Mais il est de toute urgence
de ne plus soutenir les activités de spéculation sur les marchés financiers. Parce que celles-ci sont destructrices et sont au cœur de la destruction dont je viens de vous parler. Il faut les remplacer par un système de crédit public avec une banque nationale qui serve l'industrie, l'agriculture, l'école, l'enseignement, la recherche, tout ce qui est nécessaire, et les services aussi qui sont nécessaires, pas ceux qui ne le sont pas. Cela signifie aussi qu'on serve l'économie de pointe, où c'est là que je suis en désaccord avec certains écologistes dévoyés qui se trompent sur le nucléaire. Ce n'est pas le nucléaire à un moment donné, ce n'est pas répéter indéfiniment le procédé Westinghouse des années 60. C'est le nucléaire nouveau, la recherche, la création, cette curiosité humaine qui doit être mise au service de tous et qu'ont les enfants et qu'on doit retrouver constamment quand on est adulte si on veut être créateur. Et on voit peu de cette curiosité aujourd'hui, il faut la stimuler, la développer et lui donner les moyens de s'exercer de manière positive dans l'intérêt général, dans le bien commun. Alors, nous sommes dans une situation de grand risque, comme je vous le disais. Vous l'avez vu. Mais c'est aussi une grande occasion pour changer le monde. Dans un système qui, au lieu d'être un système où il y a de moins en moins de gagnants et de plus en plus de perdants, soit un système comme tout système digne d'avenir et un système gagnant-gagnant de développement mutuel. Et je veux pour finir, pour alimenter votre réflexion, pour parler dans l'ordre de ce qui est essentiel, c'est-à-dire là où le cœur rencontre la raison, vous donner une citation que je trouve très belle de Simone Weil, la philosophe Simone Weil, qui dit « Il restera de toi ce que tu as donné, au lieu de le garder dans des coffres rouillés. Il restera de toi ce que tu as été capable d'offrir. » Et je crois que c'est aujourd'hui par cela que l'on doit se guider, par cela que l'on doit s'écouter pour faire l'essentiel, pour éviter qu'il y ait un conflit militaire international qui pourrait dégénérer en guerre nucléaire, et pour éviter un système de crise alimentaire qui sera un système destructeur et qui tuera dans les pays les plus dépourvus et qui, chez nous, créera une décomposition de la société. Donc c'est ce que je voulais vous dire ce soir. Songez-y lorsque vous voterez et songerez à ceux qui, depuis plus de 40 ans, ont laissé la France et le monde tomber dans l'état où elles sont.